Bonjour à tous, donc je vais vous présenter un article qui s'appelle Percutaneous Radial Artery Access for Peripheral and Vascular Intervention is a safe alternative for upper extremity access. Donc on va parler de ponction radiale comparée à la ponction humérale. C'est un article qui a été publié dans le JVS. Pour introduire l'accès vasculaire préférentiel pour traiter l'artériopathie périphérique, ça va être la ponction fémorale. Pourquoi? Déjà, on a des systèmes de fermeture. En termes techniques, c'est plus facile. Enfin, théoriquement, c'est plus facile parce que le matériel est moins long, on a donc plus d'appui. Mais il existe quand même certaines contre-indications à l'utilisation de la ponction fémorale. Je parle pour le crossover en tout cas, notamment les patients qui ont déjà des endoprothèses, qui ont un pontage orthobifémoral, ou alors les patients qui ont des lésions iliofémorales tellement sévères qu'on ne peut pas avoir d'accès. Juste dans un classique, ouais. Il y a maintenant des dispositifs pour les pontages orthobifémoraux, voire même les endoprothèses qui permettent de faire le crossover. Mais je trouve que dans la pratique courante, ce qui contre-indique ou qui ne permet pas de faire le crossover, ce sont les kissing stents, finalement, qui remontent assez haut et qui, pour des patients artériopathes, finalement, sont des limites souvent à la réalisation du crossover. Ouais, tout à fait, c'est vrai que je ne peux pas préciser, mais ok. Donc voilà, on va pouvoir la difficulté qu'on peut avoir. Voilà, c'est pour une endoprothèse, c'est pour monter un jambage, mais c'était pour montrer qu'avec avec du matériel qui remonte très très haut, bien plus haut que la bifurcation iliaque native, on peut avoir des difficultés à faire des crossovers. En deuxième intention, du coup, on a depuis longtemps la ponction au membre supérieur et notamment la ponction humérale. Les petites particularités, donc parmi les systèmes de fermeture qu'on peut utiliser, il n'y a pas d'AMM, donc on peut utiliser le système de fermeture en soi. Du coup, comme je disais tout à l'heure, il y a problématique technique de la longueur du matériel, où on part d'emblée avec des intros très très longs, le 6,90. La problématique qui est évoquée dans cet article, c'est la comparaison de la voie humérale versus la voie radiale. Donc, pour l'artériopathie périphérique, globalement, la voie humérale est quand même plus utilisée actuellement et traditionnellement, alors qu'en cardiologie, c'est plutôt la voie radiale. Et en cardiologie, ils ont montré qu'il y avait nettement moins de complications avec la voie radiale qu'avec la voie humérale. Quand on parle de complications, on parle d'hématomes, de thrombose et de faux anévrisme. Globalement, on ne parle pas de déglobulisation massive avec des décès, comme ça peut arriver des fois avec une ponction fémorale haute et puis un hématome rétropéritonéal. Les résultats qui sont observés dans les études qui comparent tout du moins au moins la voie radiale, ils sont variables en fonction de la taille de l'introducteur. Notamment pour les études cardio. Et ce qu'on sait, c'est qu'en gros, pour les dispositifs qui sont utilisés, les cardiologues, ils utilisent quand même des introducteurs qui sont un petit peu de plus petite taille que nous, je pense. Donc pour le diagnostic, ils ont du 4 French, et sinon, ils vont travailler en 5 ou 6 French, sinon on va aller jusqu'à du 7 French pour pouvoir traiter des lésions d'artériopathie périphérique. Donc l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer les résultats des interventions vasculaires périphériques qui sont réalisées par voie radiale. Pour ce faire, ils ont utilisé le registre nord-américain, Vascular Quality Initiative, et donc le bras intervention vasculaire périphérique de ce registre. C'est un recueil qui est fait a priori, prospectif, qui est de 2016 à 2020, et qui est multicentrique. Ça comprend 800 centres au niveau nord-américain. Les critères d'inclusion, donc les patients qui ont été sélectionnés dans ce registre, c'était des patients qui avaient une intervention vasculaire périphérique réalisée par voie radiale. Les patients qui étaient exclus, c'était les patients qui avaient des procédures ouvertes. Alors, une procédure ouverte, moi j'ai compris que c'était par exemple quand on faisait un petit abord pour dénuder l'artère radiale ou pour dénuder l'artère humérale. Donc ça, ces procédures-là, elles étaient exclues. Les pathologies aiguës, type ischémie aiguë ou les pathologies anévrismales. Et quand on avait une utilisation d'introducteur supérieur ou égal à 8 French. Donc on est sur des procédures qui vont jusqu'à maximum 7 French.
Une population a été du coup sélectionnée pour réaliser une comparaison. Et donc, c'est aussi au sein de ce registre VQI. Et donc, c'est une population d'intervention vasculaire périphérique par voie humérale. C'est un échantillonnage, hein, il y en avait beaucoup plus. Il y a une analyse qui est prévue a priori en sous-groupe, avec 3 groupes selon la taille de l'introducteur. Donc, les 3 groupes, c'est inférieur ou égal à 5 French, donc c'est 4 et 5 French en gros, et 6 French et 7 French. Les analyses prévues étaient prévues d'être réalisées en multivarié. En ce qui concerne la population, donc sur 4 ans, là, de 2016 à 2020, ils ont sélectionné 520 patients qui avaient une intervention par voie radiale, avec une répartition de 78% de patients qui étaient 78% d'interventions qui étaient réalisées avec du C-French. Donc globalement, c'est effectivement la taille d'introducteur qu'on utilise en majorité, pour la majorité des interventions. 10% pour inférieur ou égal à 5 French et puis pareil 12% pour 7 French, donc à peu près équivalent entre ces 2 groupes-là. Le groupe des voies humérales, ils ont sélectionné, donc le sous-groupe, ils ont sélectionné 1135 patients qui avaient une intervention par voie humérale. Les caractéristiques des patients opérés par voie radiale, donc au niveau des antécédents, il répertoriait quand même le fait que le patient ait déjà eu une intervention cardiologique percutanée, déjà eu une intervention endovasculaire périphérique percutanée, un pontage au membre inférieur ou alors un antécédent d'amputation. Globalement, on avait 33% d'intervention coronaire, 36% d'une première intervention déjà endovasculaire périphérique, 16% de pontage et on avait 8% qui étaient déjà amputés avant d'être opérés. En ce qui concerne les antithrombotiques, donc là, c'est quand même une notion assez importante, je pense, par rapport à la voie d'abord, les complications de voie d'abord. 79% des patients étaient déjà sous aspirine avant la procédure et 54% des patients étaient sous inhibiteur du P2Y12, donc c'est tout ce qui est ticagrelor, et je ne sais plus quelle autre molécule, et on avait 17,5% des patients qui étaient sous anticoagulants. Quand on comparait les groupes de taille d'introducteurs, il n'y avait pas de différence entre les différents groupes. C'est-à-dire que, par exemple, on aurait pu penser qu'il y aurait moins de procédures réalisées en 7 French chez les patients anticoagulés. Par exemple, mais ça, ce n'est pas le cas. Et c'est difficile, je trouve, à l'époque, je pense que ça a du sens, mais maintenant, de comparer les introducteurs, 5 French, 6 French, c'est très difficile, parce que pour les introducteurs, par diamètre externe peut varier. Ouais, c'est ça. Un modèle maintenant chez Hugo, chez Barbe, où les diamètres externes varient énormément. Tout à fait. En ce qui concerne les caractéristiques de la procédure, donc il notait la latéralité, et donc 53,8% des procédures étaient réalisées par voie gauche. Ça m'a un petit peu surpris, parce que c'est vrai que je crois que en artériopathie périphérique, je n'en ai pas vu par voie droite encore. Donc globalement, ils n'hésitent pas à utiliser la voie droite. L'éco-guidage, seulement 68,3%. Dans le groupe, j'ai pas remis tous les résultats de la voie brachiale, les tableaux de la voie brachiale, parce qu'ils sont été beaucoup trop lourds. Mais globalement, l'éco-guidage était de 80% sur les voies brachiales, alors que sur les voies radiales, 68,3%. Ça doit s'expliquer par la superficialité de l'artère radiale et de la facilité de ponction sans éco-guidage. Mais bon, 68,3%, c'est pas beaucoup. On sait que les praticiens exercent pas. C'est plus des cardiologues que c'est du. Absolument pas. Et c'est une des critiques du. Non, absolument pas. Il n'y a pas de détails. 71% de procédures ambulatoires. Donc, on peut penser qu'on a quand même des patients qui sont assez assez bien sur le plan général. En ce qui concerne la localisation anatomique des lésions, donc il y avait 3 localisations différentes répertoriées. Aorto-iliaque, huméropoplité, donc c'est la majorité des interventions qui ont été réalisées par accès au monde supérieur. Donc aorto-iliaque, 55% des procédures. Fémoropopité, il y avait aussi 55% des procédures qui faisaient du fémoropopité. Et on retrouve en infrapopité 8,7%, 8,7% de procédures infrapopité. Donc là, vraiment des procédures qui vont très très loin pour une voie d'abord au monde supérieur.
On note quand même qu'il y a une différence significative dans le sous-groupe 7 French. En gros, il y avait quand même significativement plus d'utilisation de l'introducteur 7 French par voie radiale pour des procédures orthoïliaques. Alors ça peut peut-être s'expliquer par la taille des stents qu'on est obligé d'utiliser pour les procédures orthoïliaques. C'est étonnant quand même. Moi, je pensais qu'il y a moitié-moitié entre 7 pop et orthoïliaque. En gros, c'est ça. Et de ce que je comprends, quand on a 55 et 55, les patients ils pouvaient avoir à la fois une lésion iliaque et à la fois une lésion fémoro-poplitée, mais il y allait quand même. Voilà. Et c'est-à-dire qu'on ne se contentait pas de faire seulement l'étage iliaque, puis après de se dire on va faire un crossover pour l'étage fémoro-poplitée. Notre remarque, c'est que c'est 1 sur 2 à droite à gauche. Alors qu'on peut penser que la voie gauche qui est plus courte. Mais oui, c'est étonnant ça. Mais bon, après. Plus courte, mais moins ergonomique aussi. En fonction des droitiers et gauchers, et puis des fois, il peut y avoir quelques difficultés avec les lésions thoraciques. Non, c'est pas si philo que ça. Ça va permettre peut-être aussi de ne pas avoir besoin d'utiliser de sonde pour cathétériser la route des ondes, c'est ça, c'est une bonne direction. En ce qui concerne du coup la technique, donc ne parlait pas d'angioplastie simple, mais il répertoriait les patients qui avaient un stenting, au moins un stenting, et les patients qui bénéficiaient d'une atherectomie. Donc 55,2% des patients par voie radiale bénéficiaient d'un stenting et 19% des patients une atherectomie. On est sur une étude nord-américaine, donc plus l'atherectomie, ça peut s'expliquer. Et donc le fait de poser un stent ou de faire une atherectomie, c'était associé avec l'utilisation de l'introducteur 7 French. En ce qui concerne, donc ce qu'on disait, 55,2%, ok, c'est ça. Pour le produit de contraste, en moyenne, sur les procédures, était utilisé 111,8 millilitres de produit de contraste. Donc, on est quand même sur des procédures qui devaient être longues, mais dont on n'a pas la durée, et complexes. Il parle d'utilisation d'un dispositif de fermeture dans quasiment 100% des cas en voie humérale et en voie radiale, sans décrire le type de dispositif utilisé. Alors, j'imagine que, par exemple, par voie radiale, on considère que les bracelets de compression sont un dispositif de fermeture, mais ce n'est pas précisé. Et en ce qui concerne la protamine, il y avait plus d'utilisation de protamine en post-opératoire pour antagoniser l'héparine dans le groupe 7 French. Donc, je ne sais pas si c'est de la superstition, mais en tout cas... Maintenant, les complications. Donc, les complications, on observait... Juste pour revenir sur entre 15 et 23% d'atherectomie, et ces devices sont utilisés uniquement pour le tâche fémoro-poplitée. Donc là, bien sûr, c'est 19%. Parmi les 55% fémoro-poplitée. Ah, c'est parmi les... Oui, c'est ça. Je pense. Là, c'est parmi le global là, qui disent 19%. Ouais, moi j'ai compris par le global. Alors. Donc oui, donc... c'est-à-dire que pour le fémoro-poplitée, si ça va être beaucoup plus... plus. C'est une ratio de... Ouais. Pour les complications, donc, sur les 520 patients qui ont eu la procédure, ils ont répertorié 4,8% d'hématomes. Il y avait plus d'hématomes dans le groupe 7 French. En ce qui concerne les sténoses et thromboses, c'est assez faible, 0,8%. Pas d'association avec la taille de l'introducteur. En ce qui concerne les faux anévrismes, 1%, plus important avec les introducteurs 7 French. Et pour la durée d'hospitalisation, donc supérieure à un jour, donc on n'est plus dans le cadre d'une angioplastie qui sort à J1 ou en ambulatoire. Donc là, c'était 7,7% des patients. Le statut ischémie critique ou claudication n'était pas précisé pour le traitement des patients, donc ça peut être aussi lié au type de patient. Ensuite, ensuite, on passe aux complications de la voie humérale, enfin du sous-groupe de voie humérale. Donc, il y a un petit peu plus d'hématomes, on passe de 4,8% on passe à 6,8% au lieu de 4,8% par voie radiale. En ce qui concerne les sténoses, thromboses, donc ces complications-là, elles sont à peu près équivalentes. Et il répertorie 1,1% pour la voie radiale. Beaucoup plus de faux anévrismes pour la voie humérale, c'est-à-dire 16%, donc on a 16 fois plus de faux anévrismes que par voie radiale. Et pour la durée d'hospitalisation, elle était doublée. Pardon, la durée d'hospitalisation, pardon. Pour les patients qui étaient hospitalisés plus d'un jour, il y avait 2 fois plus de patients. Par voie... Là, c'est la voie humérale, ouais.
Après, il n'y a pas de lien non plus sur le type de procédure ou le type de profil des patients. Probablement, parce qu'en plus, ce n'est pas bien répertorié dans les caractéristiques des patients, a priori, quoi, en fait. Et il n'y a pas d'analyse de sous-groupe en fonction de claudication de ischémie critique. Donc, par rapport aux résultats, quand on compare donc, la voie humérale et la voie radiale, ils arrivent à mettre en évidence qu'il y a une association significative entre la présence d'un hématome en post-opératoire et la voie humérale, avec un odds ratio à 1,73%, et donc l'intervalle de confiance lui est situé entre 1,06 et 2,81, avec une différence significative à 0,03. Pour la discussion, donc, comme il s'agit d'un registre prospectif qui a été utilisé pour réaliser l'étude, il y a beaucoup de données manquantes. Par exemple, sur l'introducteur, on ne sait pas si c'est des introducteurs classiques ou des introducteurs de voie radiale, dont vous parliez tout à l'heure, qui finalement ont un diamètre externe qui est inférieur, que par rapport à un introducteur classique. La longueur de l'introducteur n'est pas non plus précisée. La longueur de l'introducteur, ça peut quand même abîmer l'artère, le passage de l'introducteur sur une grande longueur. Les changements d'introducteur n'ont pas été relevés. Les succès techniques de revascularisation, ça aurait été intéressant de les voir, mais ils ne sont pas présents non plus. C'est-à-dire que est-ce qu'on a plus de difficultés à réaliser l'intervention par voie radiale ou par voie humérale, ce n'est pas comparé. L'utilisation des dispositifs de fermeture, donc en fait, c'est la nature du dispositif de fermeture, alors que nous, on sait qu'il n'y a pas d'AMM en France sur les dispositifs de fermeture, et que là, ils disent qu'il y a 100% de patients qui l'ont et par voie brachiale et par voie radiale. En fait, j'aurais bien aimé savoir quel type de dispositif de fermeture ils parlent. Et donc, il n'y a pas de contrôle échographique au point de ponction, ce qui est quand même dommage pour relever les complications de ponction. Et donc, les complications spécifiques comparées à l'accès fémoral ne sont pas non plus relevées, c'est-à-dire la présence d'un AVC. On sait théoriquement qu'il y a à peu près 1% d'AVC pour les voies quand on fait un cathétérisme de la crosse, par exemple. Donc, là, ce n'est pas relevé, ou sinon, il n'y en a pas eu sur les 520 patients. Et les symptômes fonctionnels à long terme, des complications au niveau de la main, ça aurait pu être intéressant aussi de savoir si finalement le fait d'avoir un faux anévrisme ou le fait d'avoir eu un hématome, ça entraînait quand même des conséquences ou pas à long terme. Parce qu'on n'a pas de données sur le taux de réintervention suite à l'hématome ou le taux de complications neurologiques. Non. Une autre complication donc, un peu spécifique, enfin non, qui n'est pas spécifique, mais la thrombose de l'artère radiale, en fait, ils ont discuté pas mal. Donc, ce qui ressort de la littérature et de cette étude, c'est que c'est rarement symptomatique. Dans l'étude, il y a 0,8%. Dans la littérature, c'est assez variable. Il y a une grosse méta-analyse qui est retrouvée entre 1 et 33% de thrombose d'artère radiale post-interventionnelle, avec une association avec une faible paridémie post-opératoire, enfin péropératoire et la durée de compression. Donc, globalement, finalement, en fait, la variation de 1 à 33% de ce qu'on comprend, c'est quand on cherche la thrombose, en fait, finalement, en fait, elle est assez fréquente, mais peu symptomatique. Mais dans les études où elles ne sont pas cherchées systématiquement en échographie, finalement, on ne s'en rend pas compte. De toute façon, je modérais. Les données qu'on a là, c'est les données issues de patients coronariens. Non, c'est justement, ça, c'est des données de patients pour de l'artériopathie périphérique. D'accord. Donc, les données de la littérature, là, c'est des données issues de patients. patients. J'ai pas noté de données de littérature issues de patients KP. D'accord. Et une étude prospective qui présente aussi dans la discussion sur 110 patients, voilà, où on trouve 16% de thrombose, mais 0% symptomatique. Donc, ce n'est pas une complication de ce que j'en tire, c'est que ce n'est pas une complication qui est très grave et surtout, c'est quelque chose d'assez fréquent. Quand on compare les études qui comparent donc l'accès radial à l'accès fémoral pour l'artériopathie périphérique, donc on a une méta-analyse qui fait une taille de 114 pour la voie radiale et de 208 patients pour la voie fémorale. En fait, ce qui est intéressant dans cette méta-analyse, c'est qu'il montre qu'il y a un succès technique équivalent. Alors après, j'ai été voir l'article, il y a quand même un odds ratio à 5. Et on ne sait pas dans quel sens ça va. Dans l'abstract, en tout cas. On ne sait pas dans quel sens ça va. Donc, en fait, il n'y a pas de différence significative sur l'intervalle de confiance. Donc, je conclus que le succès technique est équivalent, mais on peut peut-être penser que c'est quand même plus facile par voie fémorale.
Et donc, le risque de complication, par contre, était diminué par voie radiale avec un intervalle de confiance inférieur à 1 et puis un P à 0,03. Je trouve même que les complications par l'enseignement oral, maintenant, avec les fonctions cumulées et les dispositifs sont quand même relativement faibles. Il faut anérismes, pas beaucoup. Les systèmes de fermeture sont quand même fonctionnels. On n'a quasiment plus de fonction rétropéritoniale. Là, dans les données de la littérature, il paraît que c'est moins de 5%, de toute façon, les complications. Je trouve ça totalement diminué. Donc, la conclusion de cet article, c'était de dire que la voie radiale, elle apparaît plutôt sûre. On a moins de 5% de complications dans le groupe C-French. Finalement, la majorité des complications sont quand même dans le groupe C-French, notamment les complications en lien avec l'accès, donc les complications hémorragiques et les faux anévrismes. On sait qu'on augmente donc, le risque d'hématome et de faux anévrismes en C-French. Quand on compare la voie radiale et la voie humérale, un facteur protecteur, le fait de faire une ponction radiale était un facteur protecteur par rapport à la survenue d'un hématome. On note que par voie radiale, les patients hospitalisés plus d'un jour, le nombre de patients était divisé par 2 et le nombre de faux anévrismes était 16 fois moins important que dans la voie humérale. Il manque peut-être une étude comparative entre les deux voies d'abord et peut-être même avec une voie d'abord fémorale pour les patients qui seraient éligibles aux deux. Quoi. Bon, merci. Je pense qu'il faut continuer plus. En tout cas, oui, il faut continuer davantage. Et il faut en faire plus. Ouais. Pour moi, la limite, c'était la longueur des intros, notamment. Imaginez qu'on peut skipper tout un. Manifestement, c'est pas. J'ai pas l'impression qu'il y a des complications graves. C'est la longueur du message. Ouais. Quand un intro de 90, imaginez rentrer au moins 60 cm d'intro de C-French à l'intérieur. Pour moi, c'est une minute, mais il faut pas que ça sorte. Et alors, sur les intros, c'est intéressant. Moi, j'ai un petit peu d'expérience là-dessus. Par exemple, les destinations qui sont d'intro, quand même, pour le périph' classique, ce n'est pas les meilleurs, je trouve, pour les voies radiales. Les meilleurs sont les coupes qui sont beaucoup plus glide et moins douloureux parce que quand on pousse l'intro long, en fait, quand il est un petit peu serré, c'est douloureux pour les patients. Et avec le couple, en fait, il est beaucoup plus glide et il passe vachement plus facile. Donc, il y a une grosse différence par rapport à ça. Et le deuxième point, je vais complètement faire plus de voies radiales, mais c'est pas pour ça que je vais shifter dans la voie radiale pour faire du périphérique. En fait, je pense que par contre, lorsqu'on a des indications de voie haute, pour des procédures cœliaques, je ne sais pas, mésentérique, iliaque, voire même dans le commune, je pense que le penser voie brachiale en première intention, on doit penser voie radiale en première intention. Ce n'est pas faire plus de voie haute, mais c'est quand on a une voie haute, faire plus de voie radiale que de voie brachiale. Parce que la voie brachiale, c'est une voie qui a une complication. En termes de longueur de stent, on peut implémenter. Oui, en termes de soucis de diamètre de stent, parce que là, il n'y a que des tensions avec des C-French sur des tailles iliaques. Des qui sont assez grosses, c'est plus gros. La C-French, je ne sais pas, sans iliaque. Ah, bah oui, logiquement. Si tu as des grosses iliaques. Sauf les Bentley, à partir de. Et là, je pense qu'en fait, le biais, c'est que c'est des dispositifs d'atherectomie en fait, qui ont utilisé beaucoup de cette French. Je pense. Exactement. Ou sinon, les grosses têtes iliaques. Mais en moyenne, quand tu vas en voie radiale, la voie radiale avec la fémorale commune, il y a à peu près 135 cm. 35 à peu près. Donc, avec les discussions qu'on a, on y arrive à peu près. Et dans 135, non, je dis des bêtises, pardon, excuse-moi. Je crois que c'est 145. 145, 150, pas 135. Donc, voilà, les fémorales communes, ça commence déjà à être un petit peu limite. Et puis après, c'est en fonction de la morphologie des patients, de leur taille. Il y a qui ont des aortes aussi très tortueuses, ou leur arme descend, ils ne lâchent pas. Il faut savoir la faire, quoi. Voilà, il ne faut pas cardiologue. Je peux former là-dessus, parce qu'il y a des trucs aussi. Oui, bien sûr. D'abord, minéral, c'est. Mais je dirais que. Non, d'abord minéral, d'abord safe, hein, c'est sûr. Mais ce n'est pas dans le mood, je trouve, par rapport au développement. C'est une solution. Non, je pense.
trouve que c'est Non, pas par contre, un mot de l'anglosphère du peuple. Ok. Mais bon, on peut avoir des indications. Et vous avez déjà vu les systèmes de fermeture Une fois, c'est bouché. Asymptomatique, mais On était ensemble. c'est bouché. T'as simple, ça, non? Il y a eu quelques études qui ont été soit arrêtées, soit pas publiées là-dessus. Ça, je sais pas quel sens. D'accord. Moi, j'ai vu. Je vais retrouver qu'il faut aussi se dire bon, Ouais, moi, justement, c'est des études avec le ProGlide, des séries. Ouais, c'est pas comme ça. Non, et d'ailleurs, les constructeurs, les jeunes ne le pensaient pas du tout. Étonnant.